Au début des années 60, les tensions de la guerre froide s'accroissent. Et il y a un risque de confrontation. Les deux superpuissances s'épient et se préparent à l'holocauste nucléaire. La sécurité du monde dépend de la réciprocité de la destruction, la menace d'un suicide réciproque, la Mutual Assured Destruction, qu'on va finir par appeler MAD. Ce n'est pas fou. La destruction mutuelle assurait le fondement de la dissuasion. Le 1er juillet 1960, un avion de reconnaissance RB-47 comme celui-ci décolle en mission de routine afin de sonder les radars de défense de la frontière soviétique. Nous avons décollé de la base de Brize Norton en Angleterre. C'était notre base d'opération avancée ce jour-là et nous devions effectuer un vol de routine. Il ne devait pas y avoir de problème particulier durant ce vol régulier. Et nous nous attendions à un vol relativement simple, même si la mission devait durer 12 heures. Ils volaient de manière à déceler nos stations de radar. Ils voulaient savoir où se trouvait le système de défense aérienne de l'Union soviétique. Ils volaient souvent près de nos frontières. Nous avons commencé à voler parallèlement à la côte soviétique, près de Mourmansk et de l'embouchure de la mer Blanche, et ainsi de suite. Nous savions que les Russes étaient très actifs à cet endroit à l'époque. J'étais un combattant chargé de l'interception. Je me suis envolé à la recherche de l'ennemi. On me guidait depuis le sol. Quand j'ai aperçu l'avion ennemi, je l'ai identifié et j'ai contacté ma base par radio. Le copilote a dit « Attention, 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 aile droite ». Et le commandant de l'avion, le major Palm, a dit « Bon sang, d'où sort-il celui-là » J'ai fait signe à l'avion de me suivre. Il ne voulait pas obéir. J'ai communiqué avec ma base et j'ai demandé quoi faire. On m'a ordonné de le détruire. J'ai ouvert le feu et l'avion a pris feu. Tandis que des chasseurs MiG rentrent à la base, John McCone et le copilote Bruce Olmsted sautent en parachute. Ils sont ensuite emmenés à la prison Lubyanka de Moscou. Les 4 autres Américains à bord sont morts en plein vol. Au front, la vigilance est constante. La guerre, si elle doit éclater, ne tardera pas à devenir nucléaire. Les missiles américains Titan, tous porteurs d'une ogive capable de détruire Moscou, sont parés au lancement. Ça se ferait avant d'avoir eu le temps de s'arrêter et de réfléchir à ce qu'on faisait. Ça ne prend pas beaucoup de temps, tout est automatique. Il n'y avait aucun doute dans notre esprit que c'était la chose à faire. Si nous avions entendu l'annonce d'un lancement par le système de sonorisation, je n'aurais pas douté un instant qu'il me restait probablement moins qu'une demi-heure à vivre. La seule question, c'était de savoir si nous avions le temps de lancer notre missile avant que le leur ne nous frappe. La blessure de l'attaque de Pearl Harbor est encore vive chez les Américains. En Alaska, au Groenland et en Angleterre,
les dispositifs d'alerte avancés des missiles balistiques sont en opération. Les États-Unis ne veulent plus être surpris. La guerre froide était une guerre qui se vivait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pensions qu'ils voulaient dominer le monde et nous étions leur plus gros obstacle. Nous étions donc l'un de leurs principaux ennemis et leur premier objectif était d'envahir notre pays. Ils nous assommaient avec ça, et nous n'aurions pu imaginer le contraire. Les Américains étaient des agresseurs qui voulaient conquérir le monde entier, et nous devions protéger le monde. En 1961, le nouveau président américain John Kennedy prend le pouvoir dans un contexte nucléaire tendu. D'Eisenhower, il hérite de la doctrine des représailles massives. L'expression « représailles massives » dans le contexte de la fin des années 1950 et au début des années 1960 consistait en une politique de riposte aux grandes attaques soviétiques de type conventionnel. Par exemple, si cela s'était produit en Europe de l'Ouest, nous aurions riposté par des représailles nucléaires massives. Le concept des représailles massives date de l'époque où les États-Unis étaient nettement supérieurs. Maintenant, les Russes tentent de les rattraper. Il y avait une obsession maladive de rattraper et dépasser, de tenter de montrer à tout le monde que nous n'étions pas loin derrière les Américains, que nous avions aussi des armes nucléaires. Certains disaient que la seule façon d'empêcher une guerre nucléaire, c'était de contrer l'impérialisme mondial par une force équivalente. Khrouchtchev cherche un moyen éclatant de rappeler à l'Ouest la puissance des Soviétiques. Il enfreint un moratoire sur les essais nucléaires. Le 30 octobre 1961, l'équipage d'un bombardier russe se prépare à larguer la plus grosse bombe que le monde ait jamais vue. Одна. L'explosion équivaut à plus de 50 millions de tonnes de TNT, plus que tous les explosifs utilisés durant la Deuxième Guerre mondiale. À 80 km de là, les gens sont renversés par le souffle. Khrouchtchev dit qu'il veut que la bombe soit suspendue comme l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des impérialistes. Kennedy relève le défi. In view of the Soviet action, it will be the policy of the United States to proceed in developing nuclear weapons to maintain this superior capability for the defense of the free world against any aggressor. Kennedy constate avec colère que la superbombe n'est qu'un élément d'une série d'essais nucléaires soviétiques. Je me souviens du compte à rebours, puis d'avoir largué la bombe. Nous devions porter des lunettes spéciales et baisser des rideaux pour nous protéger des radiations. Nous avons mis les lunettes, mais nous avons oublié de baisser les rideaux parce que nous voulions jeter un coup d'œil. Soudain, il y a eu comme un lever de soleil. Les nuages se sont dispersés et on a vu une très belle image, comme dans un conte de fées, un champignon qui pousse et qui pousse. Il est au-dessus de vous et vous êtes en dessous. Les instruments de mesure du niveau de radiation étaient complètement déréglés. Mais bien sûr, on ne s'en préoccupait pas. Soudain,
il y a eu un souffle énorme. Quand l'onde de choc a atteint l'avion, tous les contrôles se sont emballés et il a fallu agripper le manche à balai pour reprendre rapidement les commandes. L'avion a été projeté d'un côté à l'autre. Nous avons su que c'était une explosion nucléaire. Il est devenu évident qu'on ne pouvait plus réfréner les Russes. Ils n'ont pas fait exploser une seule grosse bombe, mais une multitude d'autres. Et nous faisions essentiellement la même chose. Nous allions chercher des bombes partout où on pouvait les trouver. Nous les ramenions au Nevada pour les faire exploser, juste pour riposter aux tests des Russes. Ça a été une période folle. En Occident, l'opinion publique se tourne contre l'escalade de l'armement et les essais de la bombe. En Grande-Bretagne, ce qui devait être une simple marche vers le centre d'armement d'Aldermaston en 1958 prend de l'ampleur et devient un rallye annuel de dizaines de milliers de militants en faveur du désarmement nucléaire. Et nous nous attendions sérieusement à ce que cela se produise. Les scientifiques l'ont fabriquée, elle est disponible et éventuellement, quelqu'un voudra s'en servir. Kennedy et son secrétaire à la Défense, Robert McNamara, sont de plus en plus inquiets du danger de la stratégie des représailles massives. Les armes nucléaires n'ont aucune autre utilité militaire que de dissuader l'adversaire de les utiliser. Ce qui signifie qu'on ne doit jamais, jamais s'en servir le premier contre un adversaire qui en possède déjà. Le faire, c'est un suicide. J'en suis venu très vite à cette conclusion. Comme je l'ai déjà dit, je ne faisais pas la différence entre une arme nucléaire et une arme conventionnelle, mais je l'ai appris très vite. Après quelques mois, j'en suis arrivé à cette conclusion. Le problème, c'était la mise en œuvre de cette conclusion. McNamara présente au chef d'état-major une alternative intéressante. Les villes soviétiques ne seront plus ciblées. Seules les forces militaires soviétiques seront frappées. C'est ce qu'on appelle la stratégie No Cities Counterforce, pas les villes, les forces de contre-attaque. Ce concept d'épargner les villes et de viser uniquement les bases militaires, les fusées et les sous-marins n'était qu'une tentative de rendre la guerre nucléaire moralement acceptable. En fait, on se leurrait soi-même. Les Russes ne sont pas les seuls sceptiques. L'un des assistants de McNamara informe le chef du commandement aérien stratégique, le général Power, de la tactique des forces de contre-attaque. Le général Power clamait que la seule manière de traiter avec ces barbares, c'était de les faire sauter, tous. Je lui ai demandé, mais qui sera le vainqueur? Il a répondu, je serais satisfait s'il ne restait que 2 Américains et un Russe. Nous aurions gagné. Et j'ai répliqué, eh bien, vaudrait mieux que l'un d'eux soit une femme. Octobre 1962. Khrouchtchev, qui veut réduire la supériorité nucléaire américaine, envoie des missiles soviétiques à Cuba. Kennedy ordonne un blocus et place ses troupes en état d'alerte maximale partout dans le monde. Les B-52 qui transportent des bombes à hydrogène sont prêts à la guerre. Durant la crise cubaine, quand la sirène retentissait, on tremblait comme des feuilles. On avait peur, on se disait, ça y est, c'est parti. On courait donc vers l'avion pour faire démarrer le groupe électrogène qui permet de démarrer les moteurs. On faisait démarrer les moteurs le plus vite possible, puis on attendait un message du commandement aérien stratégique qui allait nous dire s'il s'agissait d'un exercice ou si c'était pour vrai. On avait vraiment les nerfs à vif parce qu'on ne savait pas ce qui allait se produire. Confronté à la supériorité nucléaire de Kennedy,
Khrouchtchev ordonne aux navires qui transportent les missiles de faire demi-tour. Les deux gouvernements, celui de Khrouchtchev et celui de Kennedy, ont été assez sages pour trouver le moyen de se sortir de ce pétrin. La crise des missiles cubains a été très importante. Elle a démontré que le monde vivait vraiment au bord du précipice nucléaire. Moscou et Washington comprennent la nécessité d'améliorer la communication directe entre les deux capitales. On installe le téléphone rouge. Conscient d'avoir frôlé la guerre nucléaire, l'Union soviétique et les États-Unis et la Grande-Bretagne signent le traité de non-prolifération des armes nucléaires l'été suivant. Il n'y aura plus d'essais atmosphériques. Les essais nucléaires peuvent continuer, mais sous terre. En Russie, le Kremlin a appris une leçon. Plus jamais il ne voudra confronter l'Amérique en position de faiblesse. Les dirigeants soviétiques ont été choqués d'apprendre qu'il manquait d'armement nucléaire et qu'ils étaient en état d'infériorité. Ça a été comme une douche froide pour le gouvernement, qui a compris qu'il devait surmonter ses faiblesses. L'Union soviétique renforce son armement nucléaire. Elle ajoute des centaines de missiles à son arsenal. Les Américains doivent accepter le fait que désormais, ils ne peuvent plus détruire toutes les forces soviétiques. Il est devenu évident qu'en stipulant que la principale tactique consistait à cibler les forces militaires de l'autre camp, alors ces cibles allaient proliférer de sorte qu'il n'y aurait plus de limite au budget consacré pour les forces stratégiques. Les militaires des deux camps ont accepté le fait que, dorénavant, ils ne pouvaient plus protéger leur propre pays de la destruction. Les superpuissances se découvrent un point commun. Il y va dans leur intérêt d'éviter la guerre nucléaire. It is an ironic but accurate fact that the two strongest powers are the two in the most danger of devastation. All we have built, all we have worked for, would be destroyed in the first 24 hours. And even in the Cold War, which brings burdens and dangers to so many countries, including this nation's closest allies, our two countries bear the heaviest burdens. For we are both devoting massive sums of money to weapons that could be better devoted to combat ignorance, poverty, and disease. Une catastrophe logique commence à apparaître. Le désarmement nucléaire est irréalisable et pourtant, la guerre nucléaire est impensable. En 1964, Robert McNamara en vient à la conclusion que son plan Pas-les-Villes est une illusion dangereuse. La guerre ne peut être évitée, pense-t-il maintenant, que par la menace d'un suicide mutuel. McNamara a acquis la conviction profonde que la seule stratégie possible était ce qu'on a appelé la destruction mutuelle assurée, ou MAD en abrégé. Cela signifiait que la seule façon de maintenir un équilibre dissuasif dans le monde était pour les deux camps de maintenir la capacité de tuer de 25 à 50% de la population de l'autre camp. Ce n'est pas fou. MAD est à la base même de la dissuasion. Aujourd'hui, c'est un terme péjoratif. Mais ceux qui le dénigrent ne comprennent vraiment pas la dissuasion. Si vous voulez un monde nucléaire stable, il faut que chaque camp soit confiant de pouvoir dissuader l'autre.
nuclear world, it requires that each side be confident that it can deter the other. Et cela nécessite un équilibre. Et cet équilibre, c'est de bien comprendre que si un camp utilise l'arme nucléaire en premier, l'autre camp ripostera avec assez de puissance pour lui infliger des dommages inacceptables. Les sous-marins jouent maintenant un rôle crucial. Pour que la destruction mutuelle assurée fonctionne, chaque camp doit être en mesure de riposter, même après une attaque surprise. Au départ, le système Polaris visait directement les villes. C'était un système de destruction extrêmement fiable et les Soviétiques savaient qu'ils ne pouvaient pas le détruire. Ils savaient que s'ils frappaient les premiers, ce système serait un jour en mesure de riposter. Cela pourrait prendre quelque temps avant que le message leur parvienne d'un quartier général dévasté, mais un jour ou l'autre, les ogives nucléaires leur seraient tombées dessus et ils auraient payé le prix. Je ne crois pas qu'un seul commandant aurait hésité à riposter. Le fait que des gens très tendus étaient à proximité d'armes nucléaires, prêts à utiliser ces armes, constituait un énorme danger pour le monde. Nous n'étions évidemment pas à l'aise, mais nous devions quand même remplir notre tâche, comme les Américains devaient remplir la leur, et nous l'aurions fait. Qu'est-ce qui serait arrivé? Les conséquences auraient été bien tristes pour le monde. Si le premier jour, il y avait eu des attaques contre des villes, alors ça aurait été une catastrophe incroyable. Des dizaines de millions de morts et une destruction énorme. Une seule arme thermonucléaire qui tombe sur une grande ville provoquerait une destruction d'une amplitude inimaginable et sans précédent. La Deuxième Guerre mondiale a fait 50 millions de victimes, mais pas en une seule journée. En 1963, le cinéaste britannique Peter Watkins tourne un documentaire fiction pour montrer ce que pourrait signifier une guerre nucléaire. 9h16. Un missile nucléaire d'1 mégatonne rate l'aéroport Manston dans le Kent et explose en plein vol à 10 km de sa cible. À cette distance, la vague de chaleur suffit à faire fondre un globe oculaire, à brûler la peau au 3e degré et à enflammer les meubles. 12 secondes après le choc. Le souffle d'une explosion thermonucléaire a été comparé à un gigantesque claquement de porte dans les profondeurs de l'enfer. Le film s'intitule The War Game, le jeu de la guerre. La BBC l'interdit. Il ne sera pas diffusé à la télévision pendant 20 ans. Il y a eu pendant quelques années, au moins un an, un gros effort pour convaincre la population américaine qu'il valait la peine d'investir dans la défense civile et les exercices. Cette campagne est tombée à plat. Le public n'était pas très intéressé. Je crois que le public en a conclu que si une guerre thermonucléaire avait lieu, la défense civile, même si elle arrivait à sauver quelques vies, ne sauverait pas la majorité et la suite ne vaudrait pas la peine d'être vécue.
S'il y avait vraiment une attaque, je suis sûr que personne ne saurait quoi faire. Officiellement, les Russes prennent la défense civile plus au sérieux, mais la réalité n'est pas encourageante. Quand les gens ont commencé à réaliser à quel point ces armes étaient dangereuses, ils disaient en plaisantant que si une bombe nucléaire tombait tout près, tout ce qu'il resterait à faire serait de se recouvrir de drap blanc et de ramper jusqu'au cimetière. Si on parvient au cimetière, bien sûr. Les dirigeants se ralliaient à l'idée qu'il se pouvait qu'il n'y ait pas de guerre nucléaire. Et alors, pourquoi dépenser de l'argent dont nous avions tant besoin? D'autre part, s'il y avait une guerre, la défense civile serait inutile. C'était une attitude russe très logique, purement pragmatique. Même si elle ne provoque pas la guerre totale, la dissuasion comporte ses propres dangers. En 1966, au-dessus de la côte de l'Espagne, un B-52 doit refaire le plein en vol. Dans le village de Palomares, Simo Ortes s'apprête à partir à la pêche pour la journée. Je pêchais en face de Villaricos et les avions volaient au-dessus de nous. On avait l'habitude d'observer les avions. Il y avait 2 B-52 en train de faire le plein. L'avion qui était derrière a dû toucher celui d'en avant et les avions ont explosé. Je me souviens des flammes dans le ciel et des morceaux d'avion qui tombaient au sol. Je me souviens que tous les voisins couraient vers l'endroit d'où venait la fumée. Nous pensions que ce qui était tombé brûlait encore. Lorsque les avions explosent, 4 bombes à hydrogène sont disséminées le long de la côte. 3 d'entre elles percutent le sol, l'autre est perdue en mer. Je l'ai vu distinctement. La bombe est tombée dans la mer tout près de moi. Puis, j'ai vu à quel point les Américains s'y sont intéressés. La 6e flotte est arrivée au complet. Il y avait 5000 soldats qui vivaient à terre sous la tente. Des généraux, des colonels, des tas de gens importants d'Amérique du Nord. La flotte américaine effectue des recherches en mer pour retrouver la bombe. Sur la terre ferme, les équipes de recherche font face à un autre problème. Lorsque les bombes ont percuté le sol, un dispositif de sécurité a empêché une explosion thermonucléaire. Mais les explosifs conventionnels utilisés pour déclencher l'explosion nucléaire ont explosé et dispersé du plutonium radioactif. Ils ont commencé à effectuer des examens médicaux ici en ville, avec un compteur Geiger. Certaines personnes ont dû jeter leurs vêtements parce qu'ils étaient contaminés. Les maisons ont été nettoyées avec du détergent ou de l'eau. Jamais les Américains nous ont dit quoi que ce soit. Les gens avaient peur, parce que personne ne savait ce qui se passait. Tout ce qu'on savait, c'est qu'il était interdit de manger certaines choses, de sortir dans la rue, de toucher à quoi que ce soit. Tout, absolument tout était interdit en permanence. Plus de 4500 barils de terre contaminés sont envoyés aux États-Unis pour y être enfouis. En mer, les recherches continuent pour retrouver la bombe perdue. 80 jours après l'accident, un petit sous-marin américain, l'Alvin, découvre la bombe perdue intacte. Dans le jargon du Pentagone, une bombe nucléaire perdue est une flèche brisée. Celle de Palomares est la 14e flèche brisée depuis 1950. Il y en aura d'autres. Quant aux accidents soviétiques du genre, on n'en sait encore rien. Les militaires russes ne sont pas convaincus du bien fondé de la destruction assurée de McNamara. Ils considèrent que leur premier devoir est de protéger leur patrie. Ils travaillent à développer des missiles antimissiles balistiques, les ABM d'après leur acronyme anglais, capables de détruire des missiles américains en vol.
твое время это был щит и меч. Был танк и было противотанковое орудие. Il y a eu l'épée, puis le bouclier, Самолетные средства. И вот le char d'assaut et le canon anti-char. не является неуязвимым средством, что уровень On découvrait alors qu'un missile n'était pas invulnérable. рубежа, когда La science et la technologie se développaient tellement vite. вести эффективную Il était désormais possible de combattre les armes les plus dangereuses, les plus invincibles. оружием. Pour les États-Unis, les missiles antimissiles balistiques de la Russie constituent un choc. C'est un paradoxe terrifiant. En se dotant d'un système défensif, la Russie compromet le délicat équilibre nucléaire. Nous le considérions comme un parapluie. Comment un parapluie peut-il blesser qui que ce soit? S'il pleut, on l'ouvre. C'est ainsi qu'on voyait le système des missiles ABM. C'était un parapluie pour protéger notre population contre la possibilité d'une attaque de missiles. Par rapport au MAD, si vous y souscrivez, tout ce qui interfère avec cette destruction mutuelle assurée des deux côtés est nuisible. Il faut que ce soit mutuel et assuré. Donc, tout ce qui handicape l'un ou l'autre des deux camps, ou les deux à la fois, tout ce qui affecte la capacité d'un camp ou de l'autre de tuer 20 à 50% de la population du camp adverse, est par définition déstabilisant. L'arrivée des missiles antimissiles a déstabilisé le MAD, l'équilibre de la terreur. Chaque pays avait tellement peur des armes nucléaires. Nous savions que vous n'attaqueriez pas, et nous non plus. Mais si un camp arrivait à contrer la capacité de riposte de l'autre, alors il aurait l'avantage. Les États-Unis ont mis au point eux aussi un système de missiles antimissiles balistiques, mais Robert McNamara hésite à en autoriser la production. Le système est facile à déjouer et les avantages ne sont pas évidents. McNamara persuade le président Lyndon Johnson d'abandonner les missiles antimissiles ABM, mais à la condition que les Soviétiques acceptent d'en faire autant. En 1967, la guerre au Moyen-Orient fait grimper la tension internationale à un niveau critique. Les États-Unis appuient Israël, l'Union soviétique soutient l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. The Israelis have released these dramatic aerial pictures to support their claim to have shot down 6 MiG fighters of the Syrian Air Force. Israël remporte une victoire déterminante. Craignant que l'Union soviétique ne vienne en aide à l'Égypte, les États-Unis se préparent à envoyer la 6e flotte. La guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. Le téléphone rouge a alors été utilisé pour la première fois. Dans un des messages au président Johnson, Kosygin a dit « Si vous voulez la guerre, vous l'aurez ». Ça a été une période très, très tendue. Afin de réduire la tension, le président Johnson et le premier ministre soviétique Kosygin conviennent de se rencontrer à Glassboro, au New Jersey. Malgré la crise du Moyen-Orient, les missiles ABM figurent en tête de liste à l'ordre du jour. Le président et le premier ministre se sont rencontrés et le président a pris la parole. Il a dit « Concluons une entente. Cessons de construire des systèmes aussi coûteux que les missiles ABM. » Kosygin a répondu « Je suis contre. Pourquoi êtes-vous opposé à un système qui protège les gens? La défense est conforme à la morale. Et l'agression est immorale. Les missiles signifient l'agression. Si vous acceptiez de réduire le nombre des missiles d'attaque, alors je pourrais envisager la réduction de notre système de défense. » Tandis que se poursuivent les discussions sur les missiles antimissiles ABM, les scientifiques américains préparent une riposte. Les missiles à ogives multiples à téléguidage indépendant, ou MIRV. Un seul missile peut maintenant transporter 10 ogives différentes, pouvant chacune
détruire une ville. Avec l'arrivée des missiles à ogives multiples, la défense stratégique est devenue infiniment plus complexe, infiniment plus coûteuse, parce qu'il fallait trouver le moyen de contrer un ensemble d'ogives différentes, ainsi que toute une quincaillerie envoyée dans l'atmosphère pour tromper la défense. Un missile antimissile suffit pour abattre un missile balistique. Mais maintenant, imaginez qu'un missile balistique dispose de 10 ogives différentes. Pour abattre un de ces missiles, il vous faut au moins 10 missiles antimissiles balistiques. Comparez ces deux chiffres. Juste sur leur site de lancement au sol, les États-Unis d'Amérique disposent de 1054 missiles balistiques. Pour les contrer, il nous aurait fallu plus de 10 000 missiles antimissiles balistiques. C'est de la folie. L'Union soviétique a compris qu'à moins de mettre un terme à la course aux armements, les Américains, qui étaient en meilleure posture financière que nous, pourraient constamment surpasser l'Union soviétique. Nos dirigeants ont commencé à comprendre qu'il nous fallait maintenant choisir entre bâtir le socialisme et le communisme ou fabriquer des missiles. En 1969, les superpuissances dépensent globalement plus de 50 millions par jour pour les armements nucléaires. C'est un fardeau que les deux camps trouvent intolérable. Ils finissent par convenir de se rencontrer à Helsinki dans le but de mettre un terme à la course aux armements. Ce seront les négociations SALT. SALT est l'acronyme de Strategic Arms Limitations Talks, les pourparlers sur la limitation des armements stratégiques. Ça a été un effort, modeste à la lumière des événements à venir, pour tenter de stopper l'accumulation des systèmes de défense stratégiques. Les négociations s'annoncent ardues. C'était comme plonger dans un marais les yeux fermés. L'organisation de ces rencontres a donné lieu à bien des hésitations et des difficultés. Surtout parce qu'avant de se rendre aux négociations, Brejnev a convoqué les membres de la délégation pour les avertir très sérieusement de ne pas en dire trop. Il leur a rappelé que le KGB était à l'écoute et que la prison de Lubyanka n'était jamais très loin. Les Soviétiques étaient beaucoup plus hésitants à tenter quoi que ce soit qui puisse entraîner une forme d'intrusion dans leur société. Tout ce qui tournait autour du contrôle des armes signifiait inévitablement des inspections, des vérifications et ainsi de suite. Et pour les Soviétiques, ces choses-là étaient toujours anathèmes. Les négociations traînent en longueur en 1970 et 71, chaque camp tentant d'accepter la philosophie de l'autre. Les Soviétiques étaient convaincus de manière viscérale du droit inhérent d'un pays de se défendre et il ne s'agissait pas vraiment à l'époque, au début des pourparlers, d'invoquer quelque argument d'ordre technique relevant de l'analyse stratégique. Il s'agissait simplement du droit divin, enfin. Il n'aurait pas invoqué Dieu. Donc, le droit, pour un pays, de se défendre. L'Union soviétique se sentait dénudée, sans protection, entourée de toutes parts par les forces nucléaires américaines. Il était très difficile de protéger l'Union soviétique. En coulisses, Henry Kissinger, le conseiller de la sécurité nationale de Nixon,
organise des entretiens secrets avec l'ambassadeur soviétique Anatoly Dobrinin. Ces rencontres ont permis d'apporter des correctifs ou des amendements sans perdre la face. Avec Kissinger comme intermédiaire, nous pouvions dans un premier temps énoncer le point de vue officiel, puis parler plus librement. Je disais, Henry, sauf votre respect, ou vous réalisez sans doute. Je pensais à voix haute. Puis il répondait, « Eh bien, Anatoly, pourquoi rester coincé sur ce point? Pourquoi ne pas l'aborder d'une autre manière? » Face à face, de chaque côté de la table, les deux camps font des progrès sur les missiles antimissiles ABM. Mais il effleure à peine la plus dangereuse des nouvelles technologies, les ogives multiples, les MIRV. On n'a pas vraiment discuté de ce point parce que les Américains possédaient déjà cette technologie et que la Russie ne l'avait pas. Nous pensions que nous devions l'avoir, nous aussi. Finalement, en mai 1972, au terme de près de 3 ans de négociations, le président Nixon arrive à Moscou pour signer les accords SALT avec Léonid Brejnev. Les missiles antimissiles balistiques n'ont désormais plus la cote et les deux parties s'entendent pour en limiter l'utilisation. Mais en ce qui concerne les armes dites offensives, le seul point d'entente porte sur un gel temporaire des lance-missiles. Les superpuissances apprennent à coopérer. Mais elles ne sont pas parvenues à réglementer l'utilisation des MIRV et au cours de la décennie qui va suivre, la Russie et les États-Unis vont ajouter 12 000 ogives nucléaires à leurs arsenaux. On poursuit les préparatifs en vue de l'annihilation planétaire.